Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure d'analyse et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Alors, un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers et des faits de société. Au sommaire aujourd'hui, immigration clandestine, les Canaries sont-elles en train de devenir les nouvelles îles Lampedusa? Affaire Markovic, dernier secret avec Hervé Gattegno, auteur de Un cadavre sur la route de l'Elysée chez Flammarion, et énergie éolienne, la catastrophe se précise, nous en parlerons avec Fabien Bouglet. Nous accueillons dans cette première partie d'émission Romain Reiner. Bonjour Romain. Bonjour Stéphane. Vous êtes rédacteur en chef de Factuel.media. Et avec nous, nous allons parler des îles Canaries, pas pour leur tourisme, ni la beauté de leur station balnéaire, mais parce que l'île d'El Hierro craint de devenir une nouvelle île Lampedusa. Ce petit îlot des Canaries a connu une augmentation absolument spectaculaire des arrivées de migrants au cours des dernières semaines. C'est un phénomène dont Factuel parle cette semaine. C'est ce que certains appellent la route des Canaries. Tout le monde connaît l'île italienne de Lampedusa. En revanche, peu ont parlé de ce petit îlot des Canaries. Oui, c'est vrai. En fait, ça fait des années que l'Europe a les yeux braqués sur Lampedusa, mais c'est pas du tout la seule île qui vit ce genre de situation par rapport à la situation des migrants. Et ça me paraissait important de mettre en lumière El Hierro parce que, alors El Hierro, pour bien situer, c'est une petite île, donc petite île des Canaries, vous l'avez dit, en Espagne. C'est au nord-ouest de l'Afrique. C'est à plus de 1500 km du continent, donc c'est vraiment pas la porte à côté. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça, finalement, c'est peut-être cette distance qui a fait qu'on s'y est moins intéressé ou qu'on a moins été au courant de ce qui s'y passait. Pourtant, la situation est à peu près la même qu'à Lampedusa. Et d'ailleurs, j'allais dire c'est presque anecdotique dans la situation, mais en Espagne, on ne vit pas très bien cette comparaison avec Lampedusa. Parce que quand vous convoquez Lampedusa dans l'imaginaire collectif, on pense drame humain, on pense marasme politique. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment l'image que cette toute petite île a envie de renvoyer. C'est près de Lanzarote, hein. Donc c'est 1500 km de la côte, mais c'est à mi-chemin finalement pour certains pays africains de l'Espagne, hein. C'est sur la route. C'est sur la route, en fait ça fait face à l'ouest de l'Afrique. Donc c'est un chemin, j'allais dire, qui est peut-être plus simple pour certains. Après, dans ce papier, ce qu'on explique, c'est qu'il y a aussi d'autres pays d'origine. Ce ne sont pas seulement les pays qui sont sur la côte ouest. Donc, on peut parler Sahara occidental, du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal. Mais il y a aussi des gens qui viennent de beaucoup plus loin. Donc, c'est une route de migration qui est en train, pas de se développer parce qu'elle existait déjà, mais qui est en train de prendre encore plus d'importance. Alors justement, parlons chiffres. C'est assez spectaculaire. C'est une île de 11 000 habitants et presque autant de réfugiés. Oui, alors l'archipel des Canaries au total compte environ 8000 réfugiés, c'est ce qu'on explique. Et dans notre enquête, les personnes avec qui notre journaliste a pu parler lui parlent d'à peu près 700 arrivées quotidiennes. Donc c'est vrai que 700 arrivées par jour pour une île de 11 000 habitants, c'est quand même un sacré chiffre. On est sur une augmentation d'à peu près 577%. 577%, ouais, d'augmentation. Donc on est sur des chiffres exceptionnels. 577%, c'est juin 2023 par rapport à juin 2022. Pour être précis. Et alors, quand notre enquête a été publiée, c'était il y a quelques jours, je me suis noté le chiffre, à 37 000 personnes accueillies aux Canaries, contre 25 000 il y a un an. Et d'après un syndicat de police que nous avons interrogé, le syndicat de police espagnol, il devrait y avoir une dizaine de milliers d'arrivées de plus d'ici la fin de l'année. Donc, on va être sur un x2 à la fin de l'année, très certainement. D'accord. Alors, il faut essayer de comprendre ce que vit la population locale, parce que évidemment, on parle souvent du drame des migrants qui risquent leur peau à prendre la mer ainsi, mais il faut voir ce que vit la population. Vous le racontez assez bien. Vous pouvez peut-être le partager avec nos auditeurs. Oui, en fait, ce qui ressort, il y a plusieurs choses qui ressortent. D'abord, on a des autorités qui se disent dépassées par la situation, parce que, alors on va le redire, et c'est parce qu'il faut vraiment insister là-dessus. Comme c'est une toute petite île, il n'y a pas d'infrastructure nécessaire pour accueillir des gens. Donc ce que l'on retient aujourd'hui des personnes que nous avons interrogées, donc on n'a pas interrogé 11 000 personnes en tout, donc on va prendre ça avec des pincettes, il n'y a pas de sentiment d'hostilité particulier pour le moment. Ce qu'il y a en revanche, c'est un sentiment un peu d'impuissance, et on ne va pas dire panique, mais il y a une vraie inquiétude, parce que si vous avez des gens qui arrivent, vous avez besoin de les accueillir dans des conditions dignes, mais une toute petite île comme ça n'a pas les infrastructures. Quand on parle d'infrastructures, on parle tout simplement de logement, de lits, de nourriture. Donc il y a ce sentiment
un peu d'impuissance qui ressort de cette enquête. Donc pour l'instant, voilà, comme je le dis... Et puis il y a besoin de bras quoi, pour accueillir exactement, ces gens. Exactement, parce que c'est ça, quand on vous dit qu'il y a 700 personnes qui arrivent par jour, c'est pas un bateau de tourisme qui arrive. Donc il y a des gens qui sont peut-être malades, blessés. Il faut prendre ça en charge, il faut accueillir le bateau, il faut accueillir ces gens, il faut les dispatcher dans les services dont ils ont besoin. Et ça ne vaut que si vous disposez déjà des services. Ouais. Alors le ministère espagnol de l'Intérieur reconnaît que personne n'avait prévu un afflux aussi massif. Oui, c'est un peu paradoxal parce que le ministère espagnol de l'Intérieur, il nous a dit deux choses. D'abord, il s'est défendu évidemment sur sa capacité à gérer la situation. Je me suis noté ça aussi, il a bien souligné qu'il avait par exemple empêché la sortie récemment de 12 500 migrants en provenance du Maroc, de la Mauritanie et du Sénégal. Et en même temps, comme vous l'avez dit, il avoue, entre guillemets, ne pas avoir prévu un tel afflux. Cet afflux, il a évidemment de multiples raisons. L'une des premières raisons, c'est la situation actuelle au Sénégal. C'est qu'on est en période préélectorale, il y a l'élection présidentielle qui arrive, la situation s'est fortement détériorée. Le président Macky ne peut pas se représenter. Exactement, il a envoyé un de ses dauphins, et une partie de la population qui se sent un peu, ou complètement persécutée, censurée, parce que son candidat, c'est le candidat un peu de la jeunesse, qui lui est empêché de pouvoir aller jusqu'à cette élection. Donc face à un pays qui est dans une situation de crise, dans lequel il y a de la corruption, dans lequel il y a une tension, dans lequel il y a un mal-vivre, si je peux dire ça comme ça, bien, j'allais dire malheureusement, logiquement, il y a une envie de départ forte. Et puis c'est toujours dans ces situations de désespoir et de misère que vous avez des passeurs qui viennent faire leur business. Ouais. Alors revenons un peu à la personnalité, au profil de ces migrants. Ce sont deux jeunes hommes, pour la plupart. Il y a peu de familles. Oui. Il y a très peu de femmes. Peu de femmes, oui, surtout des hommes jeunes. Après, comme on parlait de crise, c'est vrai que ça peut paraître finalement assez évident dans le sens où quand vous êtes jeune et que vous êtes dans un pays qui est en crise, vous êtes finalement les plus enclins à pouvoir partir pour tenter d'avoir une vie meilleure. Et quand on parle de jeunes, là vous avez parlé de jeunes hommes, mais il y a aussi des enfants, puisque il y a des mineurs non accompagnés. Ouais, c'est ce que on apprend aussi à la lecture de cette enquête, c'est qu'il y a quantité de gens dont on ne sait pas exactement l'âge, mais qui se présentent comme mineurs. Exactement. Et ces mineurs accompagnés, il y a, encore une fois, on va parler de chiffres, il peut en arriver une centaine par jour. Ah ouais. Alors qu'il y en a déjà 380 aux Canaries. Une donnée que je suis allé récupérer en préparant cette interview, c'est Frontex, l'agence qui s'occupe de la surveillance des frontières européennes, qui l'a donnée. 8% des franchissements irréguliers de frontières en Europe sont le fait de mineurs et 4% de mineurs non accompagnés. Pourquoi on met un focus particulier sur le mineur non accompagné ? Parce que s'occuper d'un enfant, c'est différent évidemment de s'occuper d'un adulte, pardon, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais il faut le dire, et un enfant qui est seul, donc qui n'a pas de parents, qui n'a pas de structure, il a aussi des besoins particuliers. Et il faut savoir que l'Espagne et la France font partie d'un projet commun qui s'appelle EPROM, qui a pour but d'améliorer les conditions d'accueil des mineurs non accompagnés. Il y a un guide qui a été publié en juin 2023 à ce sujet, c'est le résultat d'un travail d'experts pour donner une série de recommandations pour mieux prendre en charge les mineurs accompagnés. Mais on revient à la problématique qu'on a évoquée il y a une poignée de minutes, c'est que la volonté, elle est là. Mais encore une fois, il faut avoir les moyens de la mettre en place. Absolument. Alors tout à l'heure, vous parliez de cette immigration qui vient du Sénégal, mais pas seulement. Quelle est la provenance de la plupart de ces migrants ? Alors je vais vous donner les quelques pays. Je ne vais pas vous noyer sous les informations, mais on a établi, il y a une liste de 14 pays, au moins 14 pays. 14 pays, d'accord. Voilà. On a l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, l'Éthiopie, les Comores, le Mali, le Maroc, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Syrie, le Sri Lanka, le Soudan. Pourquoi je vous les donne tous ? Parce que vous voyez qu'il y a évidemment des pays d'Afrique de l'Ouest, mais on se rend compte qu'il y a aussi des pays d'Afrique de l'Est. Ouais. Il y a des pays en guerre, il y a des pays qui vont mal, mais il y a donc des migrants économiques aussi. Il y a des migrants économiques, exactement. Et puis on va jusqu'à l'Asie, puisque Sri Lanka et Syrie ne sont pas sur le même continent. Et on donne beaucoup de données. On peut aussi remettre remettre en lumière, évidemment, quand on a des données brutes, c'est pour comprendre la situation. Il y a une problématique humaine, puisque quand le chiffre que je vous donne, il a été réalisé, c'est un comptage qui est réalisé par un collectif. Ce comptage est rendu possible
je mets possible entre guillemets, parce que ce collectif, en fait, a compté les morts, quelque part. C'est-à-dire que c'est avec les éléments d'identification qu'on trouve sur des corps qu'on peut déterminer d'où ils viennent. C'est un flux migratoire qui est très mortifère ou très morto. Je ne sais pas exactement comment on dit, mais en tout cas qui crée énormément d'accidents en mer. Bien sûr. Et les chiffres que vous donnez font état de 1172 personnes mortes l'an dernier. Oui, sur les principales routes empruntées par les migrants d'Afrique vers l'Espagne. Vers l'Espagne, d'accord. Et actuellement, sur la route dont on parle, la route des Canaries, 951 morts en mer. Ça veut dire que, si on est logique, vu les chiffres qu'on s'est donnés tout à l'heure, il y en aura beaucoup plus cette année, d'ici la fin de l'année. Et juste, je termine sur une précision, c'est que c'est un chiffre qui est forcément sous-évalué, puisque... Il y a aussi ceux qu'on ne retrouve pas. Il y a ceux qu'on ne retrouve pas, qu'on appelle les naufragés silencieux. Eh bien, merci. On peut retrouver cette enquête sur l'île El Hierro, sur cette nouvelle route des Canaries qui mène à l'Europe, sur factuel.media. Merci Romain Reiner. Dans un instant, sans transition, on va parler de l'affaire Markovic avec l'auteur du livre passionnant Un cadavre sur la route de l'Élysée, paru chez Flammarion. Affaire Markovic, les derniers secrets. On en parle avec Hervé Gattegno. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers, de l'investigation, des faits de société. Je le disais il y a quelques instants, nous accueillons Hervé Gattegno, auteur d'un livre absolument palpitant, Un cadavre sur la route de l'Élysée, paru chez Flammarion. Bonjour Hervé. Bonjour. C'est un livre, c'est une enquête très bien écrite qui raconte l'affaire Markovic, 55 ans après, presque jour pour jour. Comme vous l'imaginez, avec le concours des derniers témoins et l'accès à des archives nouvelles. Tout le monde a entendu de cette affaire, parler de cette affaire un jour dans sa vie, au moins une fois dans sa vie, une affaire où l'on croise la pègre, les services secrets, Claude Pompidou, mais aussi son mari, le Premier ministre, qui n'était pas encore Premier ministre au moment de l'affaire, on va y venir, et puis évidemment Alain Delon, une affaire où on a énormément fantasmé, où on retrouve aussi les ministres de Gaulle. Alors, pour commencer, dites-nous Hervé Gattegno, en quoi cette affaire est absolument exceptionnelle? De toutes les affaires de la Ve République, c'est évidemment la seule, l'affaire Markovic, qui mêle des mondes aussi différents que celui du cinéma. L'affaire se passe pendant le tournage de La Piscine, film mythique avec Alain Delon et Romy Schneider. Il y a aussi le monde des gangsters, qui a une certaine proximité à l'époque avec le cinéma, mais on va aller de surprise en surprise dans cette affaire. Le monde de la politique, et quelle politique, le plus haut niveau du pouvoir, le général de Gaulle, Georges Pompidou, Maurice Couve de Murville, successeur de Pompidou à Matignon, sont les protagonistes de ce roman noir, à la fois criminel et politique. Les artistes eux-mêmes, parce que la police va beaucoup enquêter dans le monde du show business. Donc au générique de ce film de l'affaire Markovic, on trouve Sylvie Vartan, Marie Laforêt, Nicoletta. Donc ces personnes sont entendues à l'époque par la police, défilent dans les locaux de la police et de la justice. Et puis, il y a des espions, des agents secrets. Alors, c'est une autre époque que celle d'aujourd'hui. À l'époque, l'espionnage est très étroitement lié à la fois à la pègre, à la police et à la politique. Et les agents secrets vont jouer un rôle nébuleux et tortueux dans cette affaire. Donc, il n'existe aucune affaire. Vous savez, moi, par ma profession, j'ai enquêté sur beaucoup d'affaires dans beaucoup de journaux. Plus de 20 ans que vous suivez les grandes histoires criminelles et politiques. Donc j'ai travaillé sur beaucoup d'affaires criminelles et souvent politico-financières. Je me suis toujours dit, lorsque j'étais journaliste d'investigation, que aucune affaire de toutes celles que j'ai vues et suivies n'égalait en intensité, en mystère et en originalité cette affaire Markovic, qui part d'un crime, crime de sang, et qui finira par un scandale politique. Exactement. Alors commençons, débutons le 3 octobre 1968. Stéphane, disons, Markovic, un jeune Yougoslave, est tué à son domicile à Paris. Ce Yougoslave est l'ami de l'acteur Alain Delon. Est-ce que c'est cette proximité qui rend l'affaire exceptionnelle? Parce que peut-être qu'on peut dire un mot quand même de la découverte de son corps. Il est tué chez lui, vraisemblablement, mais on l'a retrouvé dans une décharge. Chez lui, on ne sait pas. On trouve son cadavre le 1er octobre 68 dans une décharge publique dans le département des Yvelines, emballé dans une toile en plastique qui est un emballage de matelas, et ça a évidemment son importance. On met très peu de temps à identifier ce corps,
parce que ses empreintes digitales parlent, comme on dit dans la police, parce qu'il est déjà fiché, parce qu'il est allé plusieurs fois en prison. Et c'est là qu'on découvre que ce jeune Stevan Markovic a déclaré comme dernière adresse un domicile à Paris, 22 avenue de Messine, près du parc Monceau. Et il se trouve que cet immeuble est la propriété d'Alain Delon. C'est le domicile d'Alain et de Nathalie Delon. Et donc, oui, immédiatement, cette découverte donne une dimension extraordinaire à l'affaire. La police comprend tout de suite qu'elle a affaire à un proche d'Alain Delon. Pour autant, ça ne lui donne pas encore de piste et la police va mettre des semaines avant de trouver une piste. Alors il y a quelque chose d'intéressant, c'est le profil de Stevan Markovic. Il est connu pour ses soirées c'est un homme qui aime jouer, qui aime les parties de poker, mais il est aussi connu pour ses conquêtes, et pas seulement féminines, masculines et féminines. Oui, aujourd'hui, on dirait que c'est une vie de débauche qui est celle de Stevan Markovic. Il faut bien dire qu'à l'époque, il y a un certain nombre d'immigrés yougoslaves qui ont cette vie-là à Paris. Ils ont émigré avec l'accord du régime du maréchal Tito, qui est très heureux de se débarrasser d'une partie de sa jeunesse pour éviter d'avoir des troubles dans le pays, qui est encore sous le joug communiste. Oui. Et Markovic, comme beaucoup d'autres, effectivement, vous l'avez dit, il vit de petits larcins, des escroqueries, des vols, des cambriolages, du racket, de la prostitution et de la prostitution à laquelle il contribue lui-même, si j'ose dire, puisque il monnaie ses charmes auprès d'un certain nombre de dames et vraisemblablement auprès de quelques hommes aussi. Et il évolue dans la jet set et c'est comme ça, par relation, qu'il va se retrouver dans l'entourage d'Alain Delon. Alors, l'affaire prend une nouvelle tournure lorsqu'un certain Uros Milesevic expose aux enquêteurs que Markovic lui avait dit qu'il se sentait menacé et qu'il a mentionné une liaison entre Markovic et la femme Nathalie Delon. Oui, alors Uros, c'est à ce moment-là le meilleur ami, un jeune ami de Markovic. Il est un peu en admiration devant lui parce que Markovic est un personnage charismatique. Il a multiplié les combats de lutte dans son pays. C'était un champion des sports de combat. Il est très costaud, c'est un playboy. Donc Uros est en admiration devant lui et Markovic lui fait des confidences sur les escroqueries qu'il essaye de monter. Et petit à petit, Markovic se met à raconter à son ami Uros et à quelques autres qu'il est en train de nourrir une vindicte contre Alain Delon. Et c'est assez troublant parce qu'Alain Delon a fait énormément de choses pour lui. Il l'a accueilli dans son entourage, je l'ai dit, il l'a accueilli à son domicile, il lui a présenté beaucoup de ses amis, il l'a fait travailler dans le cinéma où il fait des... Pourquoi il aime autant s'entourer de fréquentations douteuses, Alain Delon? Alain Delon est très jeune à l'époque, il faut bien réaliser ça. Il a à peine plus de 30 ans, il a déjà réalisé une trentaine de films, dont une dizaine de chefs-d'œuvre, Le Guépard, Le Samouraï, Rocco et ses frères, Plein Soleil. C'est une très grande star, mais c'est un très jeune homme. Et au fond, il est un peu grisé par cette célébrité. Et en effet, on appellerait ça aujourd'hui un jet-setter. Il sort tous les soirs, il fréquente des boîtes, des restaurants, et il a toujours envie d'être entouré d'une bande de copains. Et là-dedans, dans cette bande de copains, il y a effectivement beaucoup de Yougoslaves. Stevan Markovic se confie petit à petit à ses amis yougoslaves en tenant des propos assez désagréables sur Delon, et on voit dans son entourage, on comprend que Markovic est passé au fond de l'amitié à la jalousie. Il s'est mis finalement à jalouser Alain Delon comme s'il pensait qu'il était devenu son égal, qu'il pourrait lui-même faire carrière dans le cinéma ou dans les affaires, et probablement que ce ressentiment qu'il exprime a quelque chose à voir avec la disgrâce que va lui infliger Alain Delon. Alain Delon part à Saint-Tropez au mois d'août 1968 pour tourner La Piscine, et il n'emmène pas Markovic avec lui, et ça, c'est la marque d'une rupture déjà pratiquement consommée entre ces deux hommes. Alors, chapitre 5, on apprend que Nathalie Delon confirme aux policiers sa relation avec Stevan Markovic, une information dont son mari Alain Delon dit qu'il est au courant.
comprend, mais il exprime une grande indifférence, citant leur séparation comme étant consensuelle, et donc pas de problème finalement. Alors il y a deux éléments intéressants dans votre question. D'abord, la liaison, effectivement, elle est avérée pendant l'été 1967. Nathalie Delon, qui est en train de se séparer d'Alain Delon, probablement un peu déprimée, un peu désespérée, peut-être également en colère parce qu'elle a appris que Alain Delon demandait le divorce en regardant la télévision. Elle entend donc son mari annoncer qu'il va demander le divorce alors qu'il ne lui en a pas parlé. Donc elle est peut-être assez froissée. Voilà, on peut dire même excédée envers lui. Et c'est dans ces conditions-là, dans ce contexte, qu'elle a une relation, au moins pendant quelques semaines, avec Stevan Markovic. Ça pourrait fournir le mobile d'un crime. C'est comme ça que les policiers l'interprètent. Et il s'étonne, effectivement, que dans ses premières auditions, Alain Delon n'ait curieusement jamais pensé à leur dire qu'il était informé de la liaison entre Stevan Markovic et Nathalie Delon. L'autre élément intéressant dans votre question, c'est l'attitude générale d'Alain Delon, confronté à cette contradiction-là, mais aussi à beaucoup d'autres au fil de l'enquête. Moi, j'ai retrouvé l'intégralité du dossier judiciaire. J'ai lu il y a au moins une quinzaine d'auditions d'Alain Delon devant la police et devant les juges d'instruction, et on est frappé à la lecture de ces documents de voir à quel point le personnage réel d'Alain Delon ressemble au personnage souvent interprété par Delon dans ses films. C'est-à-dire qu'il est d'une froideur incroyable, presque glaçante, y compris lorsque la police vient pendant le tournage de la piscine, lui apprendre en quelque sorte que son ami, son cher ami Stevan Markovic est mort et qu'on l'a retrouvé assassiné. Et Alain Delon n'exprime quasiment aucune émotion à cet égard. Et tout au long de cette enquête qui va durer des années, Delon restera incroyablement impassible face à des faits qui pourtant sont censés soit l'émouvoir, soit parfois le mettre en cause. Alors justement, l'affaire va connaître un nouveau rebondissement lorsque le nom de Claude Pompidou, qui est discuté en coulisses par les policiers, les journalistes, des personnalités du pouvoir, d'un seul coup commence à circuler, et d'un seul coup on va passer de l'affaire criminelle à l'affaire politique. Si vous le voulez, dans un instant, on va voir comment cette affaire a pris ce tournant franchement politique. On vous retrouve dans un instant. Hervé Gattegno, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers, de l'investigation, de la police et de la justice. Et on est avec Hervé Gattegno, auteur d'un cadavre sur la route de l'Élysée chez Flammarion, un vrai polar, ou plutôt un polar vrai pourrait-on dire. Car vous avez mené un travail d'enquête avec de nombreuses archives, dont celle de l'avocat de la famille Markovic, et obtenu des confidences de l'ancien juge de l'affaire, René Patard, pour qui ce meurtre fut l'affaire de sa vie. On va y venir. Mais il y a un regret que vous exprimez dès la préface, Hervé Gattegno, c'est que vous n'avez pas pu interroger Alain Delon. Il a refusé catégoriquement de vous voir. Pourquoi ce silence? Est-ce qu'il y aurait des choses qu'il emporterait avec lui dans sa tombe, peut-être? Il est incontestable, quoi qu'on pense d'Alain Delon et quoi que l'on sache de cette affaire, il est incontestable qu'Alain Delon n'a pas dit à l'époque, entre 1968 et 1976, tout ce qu'il savait sur cette affaire. C'est certain, je n'ai aucune crainte à le dire. Il est absolument certain qu'il n'a pas dit ce que lui avait pu savoir, apprendre, imaginer sur les raisons de la mort de celui qui avait été son grand ami. Lorsque j'étais directeur de Paris Match, j'avais eu une conversation avec Alain Delon et je lui avais dit qu'un jour j'espérais pouvoir écrire un livre sur l'affaire Markovic. Je lui avais dit, est-ce que ce jour-là vous accepteriez de m'en parler? Il avait fait une petite moue comme ça, il m'avait dit pourquoi pas. La réalité c'est que Alain Delon a beaucoup parlé à l'époque, y compris parfois dans la presse, au moment des faits, au moment de l'affaire, entre 68 et 72. Mais depuis, il n'a plus jamais, même dans les très nombreuses interviews, y compris parfois des interviews fleuves pour des biographes ou pour des grands portraits, il n'a plus jamais voulu parler de cette affaire. Je pense que cette affaire est derrière lui et au fond, ça ne donne pas d'indication particulière sur son éventuelle implication dans le crime. On peut aussi considérer qu'à un moment donné, il a voulu mettre ça derrière lui définitivement. Évidemment, je regrette de ne pas avoir pu le confronter à tout ce que j'ai trouvé. Oui, voilà, vous avez trouvé beaucoup de choses. C'est regrettable. Par ailleurs, l'actualité récente nous a appris que Alain Delon n'était pas non plus dans une grande forme, et peut-être que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il a refusé. Alors, on va voir que l'affaire criminelle devient affaire politique lorsque l'affaire finalement Markovic va devenir l'affaire Claude Pompidou. En gros,
La rumeur qui enfle, c'est que Marcovici posséderait des photos compromettantes de Claude Pompidou. Il y aurait une blonde qui aurait une position assez lascive sur les photos et elle fait penser à Claude Pompidou. Alors, au point de départ, il y a effectivement une rumeur dans le courant du mois d'octobre 68, donc dans les semaines qui suivent la découverte du cadavre de Markovic, il y a une rumeur qui se répand dans le monde journalistique, chez les policiers, chez les avocats, jusque dans le monde politique. Rumeur qui est relayée par certains journaux sans donner de nom, selon laquelle effectivement Markovic prenait des photos dans des parties fines et que dans ces parties fines, il y avait des personnalités du tout Paris. Le Figaro, puis l'Aurore, puis le Parisien cite la femme d'un important ministre ou d'un ancien membre du gouvernement. Et en fait, la rumeur, assez rapidement, fait circuler le nom de Claude Pompidou. Georges Pompidou, à ce moment-là... c'est pas un hasard, parce qu'elle est très proche des milieux artistiques aussi. Oui, alors en réalité, les Pompidou fréquentent quand même davantage des peintres, des grands écrivains. Ils sont très amis avec Françoise Sagan ou avec Julien Green, plus que avec le monde de la nuit et les acteurs de cinéma. Mais d'une certaine façon, en tout cas pour certains membres de l'entourage de De Gaulle, tout se vaut et il y a presque un continuum entre le fait d'aller en vacances à Saint-Tropez et le fait de participer à des parties fines. Dans la réalité, les choses sont bien différentes. Donc la rumeur fait sortir le nom de Claude Pompidou comme ayant participé à certaines de ces parties et donc peut-être figurant sur des photos que Markovic aurait utilisées comme moyen de chantage. Cette rumeur se répand, elle se répand très rapidement et à tel point qu'à un moment donné, le seul qui n'en est pas informé, c'est Georges Pompidou lui-même. Oui. Alors rappelons qu'à l'époque, il n'est plus Premier ministre, mais il est député du Cantal. Il a été limogé par le général de Gaulle après mai 68. Absolument. De Gaulle a inventé pour lui cette formule, il l'a placée en réserve de la République, comme il dit, pour peut-être un jour lui succéder, mais enfin De Gaulle n'est pas pressé de céder sa place. Et Pompidou, éloigné du pouvoir, est également éloigné des sources d'information du pouvoir. Et donc cette rumeur, ces horribles choses se disent dans son dos et dans le dos de son épouse, et il sera comme dans une mauvaise pièce de théâtre, le dernier informé. Et lorsqu'il apprend ce qui se dit, il a été très surpris. Il est très surpris et il est furieux. Et là, il se passe une chose absolument incroyable et encore plus romanesque que tout ce dont nous avons déjà parlé jusqu'ici, c'est que Georges Pompidou, pendant quelques mois, va se transformer en détective privé. Il va lui-même mener l'enquête sur le scandale qu'on est en train de fabriquer contre lui. Alors, il a quand même quelques réseaux qui lui restent. Il a des connaissances dans la haute administration, dans la police, dans les services secrets, et il va les activer pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors, d'autant que l'affaire remonte aussi au général de Gaulle, qui est le président de la République, évidemment, il est informé et il va convoquer le 6 novembre plusieurs ministres pour discuter de cette affaire. Alors le général de Gaulle est informé pendant le week-end de la Toussaint par celui qui est son bras droit à l'époque, le secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot, qui prend spécialement un hélicoptère pour aller rejoindre le général qui est en week-end en famille à Colombey-les-Deux-Églises. Et là, il lui raconte qu'un mystérieux témoin yougoslave met en cause Georges Pompidou et son épouse dans cette sordide affaire de chantage. Je le redis pour que tout le monde comprenne bien, chantage qui n'a jamais existé. Absolument. Est-ce que ces photos, elles ont existé? Cette rumeur est fausse. Il a existé quelques photos qui sont de toute évidence des montages. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai accédé à l'intégralité du dossier judiciaire. J'ai regardé toutes les pièces. Et les photos en particulier. Il n'y a qu'une seule photo dans ce dossier. C'est une photo qui montre deux femmes nues, l'une sous un manteau de fourrure. Ces deux femmes sont en train de se livrer à un acte sexuel, mais aucune de ces deux femmes n'est Claude Pompidou. On voit le visage de ces deux femmes, il n'y a aucun doute possible. Il n'y a même pas de ressemblance qui permettrait d'entretenir la confusion. Donc le général de Gaulle est informé par Bernard Tricot pendant le week-end de la Toussaint, mais il est mal informé par Bernard Tricot. Et ça, c'est une des choses que j'établis dans mon livre, c'est que Bernard Tricot a menti au général de Gaulle. Il a en quelque sorte noirci le tableau pour faire croire à de Gaulle que la mise en cause de Pompidou était très grave. Et un autre homme va jouer un rôle similaire parmi les ministres de la Justice qui sont convoqués, vous l'avez dit, après le Conseil des ministres qui va suivre. C'est René Capitan, le garde des Sceaux de l'époque, qui est le chef de file des gaullistes de Gaulle,
gauche, qui est un courant qui est très opposé à Pompidou. Et René Capitan a en plus une détestation personnelle de Georges Pompidou qui va jouer un rôle très grand dans cette affaire et qui va probablement égarer Capitan jusqu'à lui faire commettre une véritable félonie, puisque lui aussi, devant le général de Gaulle, noircit le tableau et présente le dossier policier comme déjà accablant pour Georges Pompidou, de sorte que le général de Gaulle prend une position à la Ponce Pilate en disant bon bah s'il y a déjà un dossier, alors il faut que la justice suive son cours et il ne faut surtout pas entraver l'enquête. Le problème, c'est qu'en réalité, il n'y a rien de tout ça dans le dossier et que cette attitude de Gaulle va horriblement meurtrir Georges Pompidou, qui ne va jamais l'oublier et qui va considérer que de Gaulle a en quelque sorte prêté la main à une conjuration contre lui. Alors il faut rappeler qu'à l'époque, en plus, Georges Pompidou est prétendant à l'Élysée. Il sait qu'un jour ou l'autre, le général va partir et donc il est en train d'essayer de se positionner. D'ailleurs, avec l'aide bienveillante du général de Gaulle. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Et cette affaire criminelle devient politique parce que finalement certains voient là l'occasion d'écarter Pompidou, qui gêne notamment certains gaullistes de gauche comme René Capitan. Alors, mais c'est pas juste une affaire de gaullistes de droite contre gaullistes de gauche. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est plus subtil et plus cruel parce qu'il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions dans cette affaire. Il y a des détestations intimes, il y a des trahisons. La politique, c'est aussi une affaire d'intérêt et de passion. Et je révèle notamment sur la base d'un document des services secrets le rôle particulièrement trouble de Raymond Marcellin, qui est le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui lui n'est pas un gaulliste de gauche, c'est plutôt un gaulliste de droite. Et Raymond Marcellin... Et un gaulliste un peu tordu. Oui, passionné de basse police, qui a des fiches sur tout le monde. Et Raymond Marcellin joue un rôle particulièrement duplice dans cette affaire, puisqu'il fait croire à Pompidou qu'il l'aide. Et le document que je révèle montre que dans l'ombre, dans la coulisse, Marcellin active un service à l'intérieur des services secrets français pour faire une enquête sur Pompidou. Et peut-être que le but de cette enquête est en réalité de compromettre Pompidou et non pas de le sauver. Donc effectivement, il y a des intérêts politiques qui se mêlent et qui s'entremêlent, comme dans un roman d'Agatha Christie ou comme dans le Comte de Monte Cristo. Il y a des intérêts différents qui tous concourt à ce moment-là à vouloir la chute de Georges Pompidou. Et là où effectivement cette affaire emporte des conséquences politiques très importantes, c'est que la découverte par Pompidou de cette conjuration et le fait que d'une façon ou d'une autre, à son corps défendant peut-être, le général y ait prêté la main, conduit Georges Pompidou à rompre avec le général, rompre politiquement puis personnellement, et donc à prendre les devants et à annoncer lui-même sa propre candidature en janvier 1969. C'est ce qu'on appelle l'appel de Rome. Dans tous les livres d'histoire, on trouve cette histoire racontée, mais jamais on ne montre à quel point cette affaire est directement liée à l'affaire Markovic. Et alors, il y a un autre personnage très important dans votre livre, dont on entend parler dès le début, puisqu'on sait que Marcovici avait rendez-vous avec lui. Markovic, avait rendez-vous avec lui, c'est François Marc-Antony. Rappelez-nous très brièvement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, qui est ce personnage, et finalement on va s'apercevoir que il est le nœud gordien de cette affaire, vraisemblablement. Un nœud gordien, c'est une bonne formule, car c'est aussi le titre d'un livre de Georges Pompidou. François Marc-Antony, c'est un grand gangster de cette époque, qui a connu Alain Delon très jeune, et qui évolue lui aussi à la lisière du monde du cinéma et de la politique. C'est un gaulliste, il a travaillé dans des campagnes électorales des gaullistes, il est proche du SAC, le sulfureux service d'ordre gaulliste de cette époque. Et François Marc-Antony, il connaît Markovic. Il est susceptible d'avoir été impliqué dans le crime parce que dans des lettres que Markovic envoie à son frère quelques jours avant sa mort, il désigne par avance Marc-Antony et Alain Delon comme étant responsables de ce qui pourrait éventuellement lui arriver et qui finalement lui arrive. Et on retrouve son nom parmi les acheteurs du fameux matelas dont on parlait au tout début de cette émission, comme étant ce qui a été servi de linceul finalement à Markovic. Oui, on a parlé de haute politique et de basse police. Il y a aussi de la haute police dans
dans cette affaire, parce que là, vraiment, ce passage-là est digne de Simenon et du commissaire Maigret. C'est une enquête absolument extraordinaire qui va s'étaler sur presque 2 ans. La police va chercher tous les acquéreurs possibles du matelas correspondant à la toile plastifiée dont nous avons parlé au début de cette interview. Alors, il y a 865 personnes qui sont susceptibles, enfin, qui ont, acheté un matelas dans la période considérée et matelas emballé avec une toile plastifiée qui correspond à ce modèle. Ensuite, par cercle concentrique, par élimination successive, la police arrive à n'en trouver plus que 5 qui ont pu acheter un matelas dans cette période et qui sont incapables de dire ce qu'elles ont fait de l'emballage plastifié. Dans les 5 personnes, il y a François Marcantoni. Alors, dernière question sur Alain Delon. Franchement, Hervé Gattignau, vous pensez qu'il aurait eu le rôle de sa vie à adapter cette affaire Marcovici au cinéma? Parce qu'évidemment, cette affaire est absolument géniale. Alors Delon, à cette période-là, devient effectivement non seulement un acteur, mais un producteur. Et donc, évidemment que si on lui avait apporté une histoire comme celle-là, on peut se dire qu'il aurait adoré produire un film comme celui-là. Il faut dire que Delon a joué des rôles de très grands gangsters, mais aussi de grands policiers. Donc, il aurait pu peut-être jouer le rôle de celui qui mène l'enquête sur cette affaire Markovic. Et peut-être qu'à ce moment-là, il aurait réussi à faire dire aux coupables ce que lui-même, ni Marcantoni, ni un certain nombre d'autres n'ont pas voulu dire à la police. Et puis il aurait fallu vous me le disiez hors antenne, il aurait fallu qu'il invente la fin. Oui, il aurait fallu inventer une fin parce que incontestablement cette histoire est un scénario de film absolument inouï, parce que c'est un scénario dans lequel tout est vrai, mais effectivement il y manque une fin. La police n'a jamais réussi à trouver réellement le mobile de ce crime et la justice n'a condamné personne parce qu'il faut le dire, François Marcantoni a été, on ne disait pas mis en examen à l'époque, on disait inculpé, il a même fait 1 an de détention provisoire et à la fin, il a été relâché, il a obtenu un non-lieu dans des conditions qui, il faut bien le dire, n'honorent pas la justice française. Le commissaire Bardon, qui est un des policiers qui ont mené cette enquête, me l'a dit. Aujourd'hui, un personnage comme Marcantoni, avec ce qu'il y a dans le dossier, passerait en cour d'assises, ça durerait 1 heure et il serait condamné. Merci Hervé Gattignau. Je rappelle le titre de votre livre, Un cadavre sur la route de l'Élysée, c'est paru chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va accueillir Fabien Bouglet, expert en politique énergétique. Il ne ménage pas ses coups contre les éoliennes. Éoliennes, chronique d'une mort annoncée, c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure d'analyse et de décryptage de l'actualité. Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Stéphane Simon. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes expert en politique énergétique. Vous venez de publier le livre Guerre de l'énergie aux éditions du Rocher. Et vous contribuez également au blog collectif Enquête et énergie sur factuel.media. Et vous venez d'y rédiger une tribune intitulée 15 milliards d'euros de pertes, la filière éolienne explose. Alors c'est passionnant parce qu'il y a 4 mois, vous prédisiez déjà la prochaine déflagration de la filière éolienne mondiale. Les 4 principaux fabricants d'éoliennes européens et américains connaissant alors des difficultés structurelles insolubles et on a peine à le croire. Alors que les gouvernements occidentaux injectent des milliards dans l'éolien est en crise. Oui, une crise majeure, je dirais même que le bateau coule et qu'on est dans le cadre de la transition énergétique à une crise presque équivalente au subprime. On va voir la crise des subprimes qu'on a connue aux États-Unis sur les prêts pourris sur l'immobilier et on est en train d'assister au début de l'explosion et de la filière éolienne avec cette grande crise, je dirais même cette explosion de la filière éolienne. Alors, un exemple que vous citez dans votre blog, c'est Siemens Energy, entreprise qui devait connaître en 2023 des pertes financières évaluées à 4,5 milliards d'euros. On ne parle pas en centaines de millions. Siemens Energy, c'est un des principaux fabricants d'éoliennes en Allemagne. C'est un des acteurs clés d'une filiale de Siemens qui a connu 2 baisses en bourse importantes, une au mois de juin, qui avait valu d'ailleurs la tribune du mois de juin, et une seconde baisse en bourse, là, quelques jours, 7 milliards, puis 3 milliards, et connaît des pertes annuelles de 4,5 milliards
en raison, et ça c'est très important, de la faiblesse des composants d'éoliennes. C'est-à-dire que les assureurs ne veulent plus assurer, donc ils sont obligés de réhabiliter les éoliennes. C'est une absolue catastrophe. Et en plus, ça s'associe à un autre problème, c'est que les Chinois font une rétention de la vente de terres rares et d'aimants permanents qui sont nécessaires pour la fabrication des éoliennes. Donc les fabricants d'éoliennes sont dans une situation insoluble. On voudrait comprendre pourquoi, alors que les carnets de commandes sont pleins, qu'on injecte des milliards, pourquoi l'éolien ne fonctionne pas? Eh bien, en fait, d'abord, parce qu'il faut comprendre que pendant des années, l'éolien n'a fonctionné que par des systèmes de subventionnement. Ça fait 20 ans que les États occidentaux ont subventionné en achetant à des prix incroyables l'électricité, d'ailleurs, qui s'est impacté sur la facture d'électricité des Français et des Européens. Et le problème, c'est que l'explosion de la facture d'électricité qui a été générée par le développement de la transition énergétique a créé une inflation énergétique qui conduit les fabricants d'éoliennes à avoir une augmentation et une inflation de leurs coûts de production. Cumulé avec l'augmentation des taux, eh bien en fait, les fabricants d'éoliennes ne s'en sortent plus parce qu'ils ont une inflation des matières premières, ils ont l'augmentation des taux, ils ont des problèmes de chaîne d'approvisionnement des matériaux, notamment de ceux qui viennent de Chine. Ouais, et cette cumul etc. conduit au fait que fabriquer leur coûte de l'argent. C'est incroyable. Alors, vous écrivez Siemens et Ordred, un fabricant danois, représentent la face visible du Titanic éolien mondial en train de couler sous nos yeux. Ben oui, depuis 2021, moins 80% de cours de bourse pour Siemens Energy, moins 82% pour Ørsted. Au dos d'hier, il faut acheter parce que c'est bas, mais en fait, il faut bien comprendre que les actionnaires doivent absolument vendre leur part parce que c'est le Titanic, hein, il faut bien comprendre. Et on a Le Monde, alors c'est intéressant, Le Monde a fait un article au mois d'août, crise d'adolescence en France. C'est vraiment la chape de plomb sur cette question. On a quelques articles dans les Échos, alors que la presse mondiale, le New York Times, le Washington Post, toute la presse internationale parle de l'énorme crise que connaît la filière éolienne en mer et terrestre. La France n'a pas son pareil pour battre sa coulpe. C'est-à-dire que la France, les médias français sont très réservés sur le nucléaire, mais chantent les louanges d'une filiale qui ne fonctionne pas économiquement. Exactement, je l'avais dénoncé dans mon premier livre Éolienne, la face noire de la transition écologique. J'avais justement expliqué qu'il y avait un problème de compétitivité, c'est-à-dire que c'est une filière qui ne marche que par les subventionnements publics. C'est-à-dire qu'il y a un moment, avec cette augmentation des coûts, on ne va pas demander encore plus de subventions européennes. Et c'est là qu'on voit qu'ils sont arrivés à la limite, et ils n'arrivent plus d'ailleurs. La raison pour laquelle Ørsted a perdu en bourse, c'est que ils ont refusé le prix de rachat de New York. New York refusant d'augmenter encore une fois les subventionnements. Donc, on est dans un cercle infernal. Oui, absolument. Alors, vous écrivez, je reprends ma phrase. Que penser objectivement d'une filière économique qui augmente fortement ses pertes lorsqu'elle développe son chiffre d'affaires? Les esprits les plus rationnels penseraient immédiatement que c'est une filière vouée à la faillite. Et c'est bien dans cette logique que les marchés financiers sanctionnent. Donc, les marchés financiers sanctionnent en ce moment. Exactement. Or, il faut bien se rappeler que le marché financier est un anticipateur de l'économie réelle. Ça veut dire simplement que ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement la traduction boursière de ce qui va intervenir dans les prochains mois et de prochaines années. C'est-à-dire qu'on va assister véritablement à une explosion, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le blog Factuel. Et d'ailleurs, mon anticipation d'il y a 4 mois s'avère beaucoup plus rapide que ce que je pensais initialement. Alors, il faut parler d'un mauvais élève en particulier, c'est l'Allemagne. Et oui. Parce que l'Allemagne, c'est le champion de l'éolien. 30 000 éoliennes installées en Allemagne. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus qu'en France. Et le pays continue, malgré tout, à émettre 15 fois plus de gaz à effet de serre que la France, sans baisse notable de ses émissions, donc conduisant le pays à être le plus mauvais élève en Europe pour sa politique climatique, entre guillemets. Exactement, et donc l'Allemagne qui a mis 520 milliards de subventions, selon la Cour, 20 milliards de subventions, qui ont justement contribué à la fortune de Siemens Energy, se retrouve dans une situation où son modèle
éoliennes couplées au gaz, et comme ils n'ont plus de gaz russe, maintenant ils sont obligés d'utiliser du charbon, conduisent au fait qu'en réalité, le mix énergétique allemand est basé sur le charbon. Alors, Émeric Caron, qui nous vante le modèle allemand vertueux, comment dire, écologique, est en fait en train de nous vanter le modèle climaticide de l'Allemagne. Et en plus, comme l'Allemagne a fait toute son économie sur la filière de l'Energiewind 2 et des éoliennes, se trouve dans une situation apocalyptique. Et d'ailleurs, c'est intéressant, le ministre des Finances, tout récemment, vient d'annoncer qu'on serait très loin de sortir du charbon. Il faut bien comprendre que en réalité, le développement de l'éolienne, c'est également le développement à côté du charbon. Filières charbon, absolument. Voilà. Vous concluez de façon éloquente, l'Europe et la France doivent à présent se consacrer à une filière qui a fait ses preuves en matière d'indépendance énergétique, de faible coût sur le long terme, de faible pollution et de décarbonation, c'est le nucléaire. Vous êtes évidemment de parti pris quand même quand vous le dites, mais vous comprenez que le nucléaire puisse encore faire peur après Tchernobyl, Fukushima. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont encore les pieds de plomb quand on leur parle du nucléaire? J'ai écrit un livre qui s'appelle Nucléaire, les vérités cachées, où je montre que l'OMS a établi que le nucléaire produisait 0,04 morts par térawattheure produit, là où le charbon produit 100 morts par térawattheure produit. Lorsqu'on développe le nucléaire, on crée un système vertueux pour la santé des Européens. Aujourd'hui, tous les jours, les fumées de centrales au charbon allemandes tuent réellement et qu'il vaut mieux se baser sur une énergie propre et décarboné comme le nucléaire, qui accidentellement pourrait avoir des problèmes, mais qui globalement ne génère pas de problème. Ne génère pas de problème. Et surtout, ce que je voudrais dénoncer, c'est la politique de en même temps du président Macron, qui semble, et j'ai beau alerter le gouvernement là-dessus, ne pas comprendre qu'en réalité, les politiques qui soutiennent la politique éolienne allemande vont partir avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gouvernants français ne prennent pas conscience que la filière éolienne est en train de s'effondrer mondialement, alors qu'en réalité, il faut stopper ce financement complètement illusoire d'une énergie dite verte au profit d'un nucléaire décarboné. Ce sera la dernière question. Pourquoi est-ce que l'Union européenne encourage toujours autant ces énergies alternatives, dont l'éolien? Est-ce que c'est simplement dû au fait du poids de l'Allemagne dans l'Union européenne? Exactement. C'est aussi simple que ça. Et c'est le dernier opus de mon dernier, c'est le dernier livre que j'ai écrit, Guerre de l'énergie. C'est qu'en réalité, le problème, c'est que l'Europe, qui avait été constituée sur l'Euratom, qui est le traité de l'énergie atomique, s'est fait totalement infiltrer dans ces institutions par l'Allemagne, qui voulait absolument vendre l'Energiewind 2, c'est-à-dire éolienne couplée au gaz, au détriment de l'industrie nucléaire française. C'est en fait en véritable guerre intra-européenne entre deux modèles, entre la France et l'Allemagne, sur le modèle énergétique. Merci Fabien Bouglet. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Guerre de l'énergie aux éditions du Rocher. Je vous remercie d'avoir été avec nous. On continuera de vous lire sur les pages blog de Factuel.media. Mais tout de suite, on parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault sur Sud Radio.